Bonjour, monsieur le député de la Somme et candidat à la primaire de la gauche. Bonjour à vous. Vous serez donc un président, si vous êtes élu, puisque vous êtes candidat, un président payé au SMIC. Mais si on paye les présidents au SMIC, on n'aura que des héritiers, que des corrompus ou des incapables? Mais non, c'est l'inverse. Soyons sérieux. Qu'est-ce que c'est que le salaire des présidents? Aujourd'hui, 20 000 euros. C'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche pour eux. Parce qu'ils ont tout frais payé. Ils sont logés au palais de l'Élysée. Ça m'étonnerait qu'à la fin du repas, quand le dîner se termine, on vienne leur apporter la note. Non. Je n'ai jamais vu Emmanuel Macron arrêter son convoi sur une aire d'autoroute pour faire le plein de sa voiture dans une station Total. Et quand il va à Brégançon, la piscine est chauffée, c'est pas lui qui a payé la facture. Donc aujourd'hui, ces 20 000 euros, ça n'est que de l'argent de poche. Et donc évidemment, je sais bien que ce que je propose, de dire je me paye au SMIC, c'est symbolique. Je sais que quand je dis je payerai mes factures d'électricité comme le général de Gaulle, c'est symbolique. Je sais que quand je dis que, comme sa famille Yvonne, j'irai au acheter SMIC, ma... vous aurez du mal à payer la facture d'électricité à l'Élysée. Hein. C'est une passoire thermique et vu comment l'électricité a augmenté... Faut faire des travaux avant. Ouais, je propose que vous augmentiez l'année suivante. Pas de l'ensemble des bâtiments. Privés. Mais bon. Voilà. Et, alors, à l'arrivée de tout ça, on fait moins 20 millions d'euros sur le budget de l'Élysée. C'est l'équivalent de 400 postes d'infirmières. Donc déjà, c'est pas rien. C'est symbolique. Mais c'est symbolique parce que je pense que l'exemple doit venir d'en haut. Et ensuite, il s'agit que l'exemple ruisselle, qui ruisselle sur les ministères. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les ministères, ils se sont augmentés de 7% en une année. Est-ce que le salaire des caristes, est-ce que le salaire des ouvriers du bâtiment, il a été augmenté de 7% cette année? Non. Et c'est plus de 10 000 euros pour les conseillers. Il faut que ça ruisselle aussi sur les hauts fonctionnaires. Leurs primes ont bondi dans une complète opacité. Il faut que ça ruisselle, évidemment, à l'arrivée sur les milliardaires. Plus question qu'un milliardaire paye moins d'impôts que sa secrétaire. Et il faut que ça ruisselle sur les multinationales qui ne doivent plus échapper à l'impôt par les prix de transfert. Vous savez, si vous voulez qu'on ait une remise à plat de la société, et en particulier sur sa fiscalité, l'exemple doit venir d'en haut. Si ce n'est pas fait d'en haut, ça ne sera pas accepté par le bas. Quand vous voyez M. Larcher, président du Sénat, dans son siège à 37 000 euros, avec 20 000 euros par mois, un mandat de sénateur, c'est 1 800 euros. C'est-à-dire qu'en un mandat, il va toucher plus de retraite à l'arrivée que quelqu'un qui a passé toute sa carrière comme maçon, comme couvreur. Et puis lui vient dire, les retraites, elles sont trop élevées dans notre pays. Comment vous voulez que ça soit accepté? Donc il est évident qu'aujourd'hui, si on veut de la justice dans notre pays, il faut que l'exemple vienne d'en haut. C'est pas une question de justice, c'est plutôt que les gens soient mieux payés et gagnent mieux leur vie. Que les gens ne soient pas tous payés au SMIC. Alors, vous savez que je me bagarre. Vous voyez, je suis venu avec un flacon. Oui, un flacon d'un parfum de Guerlain. Aqua Allegoria. Aqua Allegoria. On m'a dit que ça sentait la mandarine. Ça revient à acheter à 112 euros ce matin. Là-dessus, c'est fabriqué dans la Somme, le flacon. Dans des usines, 1,50 €. Vous avez pour 1,50 € à peu près de jus aussi. Vous rajoutez le carton, la totalité du produit, c'est 5 €. La vente, elle est à 112 €. Les marges de LVMH, c'est 3 fois le prix de fabrication de tout. Donc, évidemment, si on veut que les gens... Et pourtant, les donneurs d'ordre, LVMH, Guerlain, en l'occurrence, vient dire le coût de travail est trop élevé. Mais non. Oui, mais le parfum, vous payez le nez, vous payez la recherche, vous payez la publicité. Vous payez la marque aussi. Vous payez les exportations. Enfin, c'est un coût total qu'il faut prendre en compte. Je vous dis juste la marge de LVMH là-dessus. La marge, simplement la marge. C'est une entreprise privée. Pas le marketing, pas... oui, mais à l'arrivée, si on veut que le travail soit correctement payé, il faut que les salariés d'LVMH sont bien payés, je pense. Ils se plaignent pas, en tout cas. Je vous parle des sous-traitants, là. Oui. Les sous-traitants à qui on dit le coût du travail est trop élevé. Parce que c'est tout le problème. Moi, je suis pour que... Le patron d'LVMH, il va même plus loin, puisque Bernard Arnault a présenté ses résultats hier. Il accuse la France d'être contre les entreprises en cherchant à les taxer au maximum. Il en veut, une fois de plus, à ce qui a été décidé là dans ce budget, une surtaxe sur les 300 premières entreprises françaises. Moi, j'inviterais M. Bernard Arnault à avoir un petit peu de décence. Quand, comme lui, on passe à travers ses holdings, pour son yacht à Malte, pour ses résidences immobilières, par les îles Caïmans, pour le Luxembourg, quand on passe par des paradis fiscaux pour payer moins d'impôts, je pense que ça réclame un peu de décence. On a aujourd'hui, on le sait, des milliardaires, et M. Bernard Arnault en fait partie, qui payent moins d'impôts en proportion que les infirmières. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal?
Non, c'est pas normal. Donc il faut une remise à plat de ce système. Il faut que M. Bernard Arnault accepte de payer sa part d'impôt pour nos écoles, pour nos hôpitaux. Vous venez de dire le bon mot, vous dites payer moins d'impôts en proportion. Alors là, d'un seul coup, vous avez dit la réalité, parce que la gauche, longtemps, nous dit le milliardaire paye moins d'impôts que sa secrétaire. C'est pas vrai, bien sûr, en proportion. Mais donc, pour vous, on peut taxer toujours plus les riches, le prix du parfum est toujours trop cher. Est-ce que, fondamentalement, vous êtes dans une détestation du riche ou vous voulez que les gens puissent le devenir? Parce que les deux ne sont pas compatibles. Les deux sont tout à fait compatibles, vous savez. Je vois pas comment. Si on déteste les riches. Ceux dont on parle, les 500 fortunes françaises de Challenge, elles pesaient l'équivalent de 5% du PIB il y a 30 ans. C'était 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Aujourd'hui, on a dépassé les 40%. Donc on a des grandes fortunes. Félicitons-nous de la réussite en France. Très bien, mais on a des grandes fortunes en haut qui nulle part se gavent, et c'est dans Challenge qui est pas. Non mais d'accord. Mais donc vous allez les taxer, ça va changer quoi au quotidien de l'assistante du milliardaire dont vous parlez? Ça change deux choses. Ça change deux choses. Ça fait du financement pour nos services publics, et ça fait que l'impôt peut être nos services publics sont les plus financés au monde. On a déjà, il pleut de l'argent public. Et est-ce que nos services publics sont bons? C'est pas en rajoutant de l'argent que vous allez améliorer les services publics. Vous pouvez vous faire le défenseur de tous les Bernard Arnault du pays, ça sera aux électeurs de trancher. Et je vous assure qu'en la matière... si on avait plus de Bernard Arnault, ça serait toujours mieux. Mais comment on a plus de Bernard Arnault, vous savez? C'est pas en aidant LVMH, c'est en aidant les PME. Or, aujourd'hui, dans notre pays, les PME sont bien moins aidés que les multinationales. Mais une fois qu'une PME devient une grosse entreprise, vous la détestez. Donc, c'est ça qui est... Je comprends la logique d'Antoine. Il dit, en fait, vous n'aimez pas les riches, mais vous dites quand même que les Français doivent devenir plus riches. Mais une fois qu'ils deviennent riches, vous allez les taxer et les montrer du doigt. Je ne suis dans aucune détestation. Donc, tous rester smicards. Je ne suis dans aucune détestation. Est-ce que la France de François Ruffin, c'est la France du SMIC? Non, c'est la France de 2 fois le SMIC. Oui, mais alors attendez. C'est-à-dire 2 fois le SMIC. C'est-à-dire que je pense qu'on vit bien dans notre pays quand on touche à peu près 1,5, 2 fois le SMIC. Et encore, il faut avoir 2 revenus dans la ménage. Moi, je veux gagner plus. Non, ça ne veut pas dire pas plus. Ça veut dire que la France, là où j'aimerais amener, vous savez, les gens, voilà, les ouvriers des verreries de la Somme, ben oui, je veux les amener vers 2 fois le SMIC. Les travailleurs essentiels, alors je regarde l'éducateur qui est à côté de moi, mais les auxiliaires de vie, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les assistantes maternelles, tous ceux dont on nous a dit pendant le Covid qu'ils tenaient le premier pays debout, à qui on a promis reconnaissance et rémunération, et qui derrière n'ont rien vu venir. Si, ce qu'ils ont vu venir, c'est 2 ans de plus sur la retraite, et c'est l'inflation. Mais ils n'ont rien vu venir sur leur fiche de paye. Ben voilà, oui, je souhaite que eux, leur salaire soit relevé et qu'ils puissent vivre de leur travail. Vivre de son travail, il y a 2 choses, d'accord? Il y a ce qu'on met sur la fiche de paye, et la deuxième chose, c'est le logement. Parce qu'on est dans un pays où les loyers ont quasiment doublé. Plus 88% en 20 ans. C'est la charge principale. Pendant que le salaire, lui, n'a augmenté que de 13%. Donc évidemment, il faut réguler les loyers. Il faut un encadrement des loyers. L'encadrement de loyer, ça marche pas très bien. À cause de l'encadrement et du logement social que le prix des loyers monte. En fait, c'est votre logique. Ça sort des logements de marché. Il n'y a pas un professionnel de l'immobilier qui va raconter ce que vous racontez, monsieur Dier. Mais non, il n'y a pas un professionnel. Comment est financé le logement social aujourd'hui? Dans un programme immobilier, c'est le promoteur immobilier qui finance le logement social, qui va lui être acheté à un coût inférieur à son coût de revient, et il va donc se rattraper sur le logement qui vend au privé, aux classes moyennes. Et donc aujourd'hui, le logement social augmente le coût vous pouvez être rassuré, puisqu'on a eu moins 50% à peu près de logements sociaux et de logements, ça a été diminué d'1 tiers, plus exactement, sur le mandat de Macron. Donc vous êtes très satisfait de ce point de vue-là. On est dans la non-construction, c'est formidable. Aujourd'hui, il y a 3 millions de demandes de logements publics. Et de l'autre côté, il y a 3 millions de logements vides. Il y a bien une équation à résoudre quand même. Et quand on construit, c'est pour faire du Airbnb ou possiblement de la résidence secondaire. Donc il faut qu'on soit dans un pays où on veut construire pour permettre aux gens de se loger et de se loger moins cher. Et je vous le dis, à Paris, à Lille, dans les métropoles où l'encadrement des loyers a été mis en place, ça a contribué à faire stabiliser les loyers d'environ 5%. Pour un couple à Paris, un ménage à Paris, c'est 1 700 € par an. Ça a coupé la production de logement. Pas du tout. Pardon, ça n'a rien à voir. Alors, effondrement de la production de logement. 2 questions, Maître Sandrine Pégan et Abel Boyer, l'éducateur. Oui, monsieur Ruffin. Moi, je ne vous trouve pas très très honnête, je vais vous dire pourquoi. Parce que donc là, on a bien compris que votre mesure populiste et la mesure phare, le fait que vous serez président smicard, vous êtes déjà député smicard, on est bien d'accord? Oui. Mais pardonnez-moi, mais à côté, vous avez des revenus, vous êtes producteur, vous avez écrit plus d'une vingtaine de livres, donc vous avez des avaloirs, vous avez aussi, donc vous avez des revenus à côté. Donc vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas vous mettre à côté des travailleurs en leur disant voilà, parce que c'est très bien, c'est un impact fort en disant oui, je vais être un président smicard, mais à côté de ça,
vous avez d'autres revenus que les autres Français n'ont pas. Les autres Français, ils ont que le SMIC et ils doivent payer le logement, ils doivent payer l'énergie, ils doivent payer le transport et la santé. En tout cas, c'est tout ce que je coûterais aux Français, d'accord ? Moi, j'ai pas dit qu'il fallait que les autres fassent pareil. Je dis aujourd'hui, voilà ce que je ferai. Je serai un président au SMIC. Et pourquoi ? Pour que... Oui, mais c'est facile de dire ça, Monsieur Ruffin, puisqu'à côté, vous avez des revenus. Je vais vous dire, vous avez des revenus en tant que producteur et en tant que soyez sérieux, auteur. Quel est le principal revenu que je vais avoir ? C'est quand je serai à l'Élysée. Eh bien, j'aurai mon loyer qui sera payé, j'aurai ma piscine à Brégançon qui sera payée, j'aurai mes déplacements, je ne sais pas dans quelle berline qui sera payé, j'aurai le jet pour aller je ne sais pas trop où, à l'autre bout de la Terre qui sera payé. Il me restera à acheter mes lunettes de Top Gun et à acheter un jet ski. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tout le reste, c'est vous. Ce sont les Français qui payent pour le président de la République. Ça, c'est très Trumpien. Et puis, Trump aussi, il renonce à son salaire en disant que tout est payé. Donc, je ne sais pas si c'est de gauche. Et vous me dites que c'est ma mesure essentielle, c'est celle que vous avez choisi de sortir ce matin et vous avez bien le droit. Moi, je vous en pose. La première que j'ai posée au 20h de démagogique, en tout cas. Dimanche, c'est quoi ? C'est de dire, les gens qui viennent faire le ménage ici, qui souvent viennent tôt le matin dans les locaux, dans les bureaux, sur les plateaux, parce que c'est le moment où il n'y a personne. Ces heures-là seront payées double. Et ça, c'est pas l'État qui payera, c'est RMC qui payera. Et voilà pourquoi, parce que les agents d'entretien, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour travailler ? Ils se lèvent tôt le matin, ils viennent ici, ils font 3 heures, ils repartent chez eux, ils ont un deuxième chantier le soir quand les locaux sont vides. Voilà comment ils vivent. C'est les femmes de ménage de l'Assemblée, quand je discute avec elles me disent quoi ? On n'a pas de vie, nos enfants, on les voit pas le matin, on les voit pas le soir. J'ai interrogé un travailleur en journée. Un agent d'entretien qui a eu la chance de passer en journée. Il me dit quoi ? J'ai retrouvé ma famille. Voilà. Si j'ai une mesure, la première mesure que je prends en entrant à l'Élysée, c'est celle-là. Parce que je pense que ça contribue à changer la vie de centaines de milliers de femmes et d'hommes dans notre pays. Alors justement, vous êtes candidat, pardon Abel, mais on n'a pas encore parlé de cette candidature. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous ne passez pas, que vous passez par la primaire. Une primaire qui, quand même, sent le sapin, à peine lancée, puisque les deux principaux candidats de gauche, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, ne veulent pas y participer. On dit que même François Hollande, s'il y va, il n'y participera pas. Pourquoi ne pas y aller directement, François Ruffin, avec ce que vous portez, en vous présentant directement au premier tour ? Vous savez, je parlais d'un agent d'entretien qui passait en journée, que je rencontrais à Nantes, là. Il me décrit ça, j'ai retrouvé ma famille. À la fin, il me prend par la manche. Il me met dans un coin et puis il chuchote, il me dit « Vous, la gauche, vous êtes notre voix. Pour 2027, on a peur. Pour l'année prochaine, on a la boule au ventre. Entendez-vous, entendez-vous. » Donc il y a le souhait que chacun n'y aille pas dans son coin, mais qu'il y a un mode pour trancher, pour désigner qui doit être la voix de la gauche. Ça peut être le premier tour d'une élection présidentielle, ça sert à ça le premier tour. Oui, mais c'est pour ça que, quand même, de manière formidable, ça a été un grand succès les 2 dernières fois, puisque depuis 10 ans, la gauche ne parvient pas au 2e tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand et François Hollande sont arrivés au 2e tour, il y avait plusieurs candidats de gauche à l'époque. Mais manifestement, aujourd'hui, le cercle de la gauche s'est rétréci, ce que je regrette. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national a mangé tout ça. On a... C'est ça, à mon avis, votre boulot, c'est d'aller récupérer les électeurs de gauche. Alors je sais que c'est ce que vous portez, mais récupérer les électeurs de gauche perdus. Je suis élu dans une circonscription où le Rassemblement national et Marine Le Pen arrivent en tête de toutes les élections nationales, qu'elles soient présidentielles ou européennes, et très largement. 3 fois, 2017, 2022, 2024, nous les avons battus. Donc je sais ce que ça veut dire, aller parler aux gens et parler de leurs conditions concrètes d'existence, de leur logement, de leur travail, de comment ils peuvent élever leurs enfants, comment chasser en fait cette phrase qui traîne dans la tête des gens, qui est une inquiétude qui est devenue une certitude. Nous vivons moins bien que nos parents et ça sera pire pour nos enfants. Et ben je suis là pour allumer la lumière. Abel. Alors, Monsieur Ruffin, quand vous êtes arrivé dans le milieu politique, je me suis dit, enfin un mec de terrain qui parle différemment et qui a à cœur les choses. On sent que votre cœur saigne pour les personnes les plus faibles. Mais j'ai l'impression qu'en fréquentant les politiques, vous avez tendance à devenir démago comme eux. Je vous écoute là depuis le temps que vous êtes là. Vous répétez les mêmes phrases sous des formules différentes. Et surtout, je pense à cette citation de James Truman Clark qui dit que l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Et pour penser prochaine génération, il faut penser jeunesse et petite enfance. Comme les autres politiques, j'entends rien. Dans un pays où il y a un enfant qui est violé toutes les 3 minutes, dans un pays où il y a 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, et aussi les violences faites aux femmes, dans un pays où on a une femme qui meurt sous les coups d'un homme tous les 2 jours et demi à 3 jours, dans un pays où toutes les 2 minutes 30, il y a une femme qui est victime de viol ou de tentative de viol. Qu'avez-vous à dire dessus ? Et ce que je vous reproche comme aux autres, c'est que vous avez la possibilité, par l'accès aux médias que vous avez, d'imposer des sujets.
Et moi, un président qui veut être payé au SMIC, excusez-moi l'expression, c'est pas pour vous manquer de respect, je m'en bats les steaks. Moi, j'ai envie de quelqu'un qui me fasse rêver et qui me dise que si je suis pauvre, par mon travail, je peux devenir riche. Et j'ai envie de quelqu'un qui donne une perspective aux jeunes, aux enfants et à toutes ces femmes qui sont battues. Donc, qu'avez-vous à dire dessus? Parce que c'est une véritable boucherie et c'est des centaines de milliers de vies qui sont détruites chaque année. Et personne n'en parle dans la classe politique. Il reste très peu de temps là. Je veux dire que cet après-midi, je serai dans le Pas-de-Calais aux côtés des assistants familiaux, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des enfants, de l'aide sociale à l'enfance. Et l'aide sociale à l'enfance est un véritable scandale dans notre pays. Et j'y vais discrètement. Alors je le dis là au micro de RMC, mais parce que c'est à réformer de manière importante. Et sur les violences, sur les viols, il ne doit pas y avoir une plainte qui n'est pas suivie d'une enquête. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête derrière. Très souvent, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de relevé d'ADN, on n'emprunte pas le téléphone de l'agresseur pour voir les messages qui ont été envoyés. Tout ça n'est pas fait. Pourquoi ? Parce que à la fois les moyens de la police et de la justice ne sont pas suffisants et c'est pas encore aujourd'hui pleinement prioritaire. Donc vous dire que j'ai évidemment très à cœur ces questions-là. Faut plus en parler, ça doit être la cause nationale numéro 1. Les enfants, les femmes, on nous parle de finances, de casting. Oui, il le faut, bien entendu. Mais il faut parler de nos enfants qui sont en train d'être détruits tout le temps. Et vous n'osez pas, comme les autres. C'est un sujet qui est tellement tabou. La classe politique, elle a peur d'aller dedans. Je ne sais pas justement, pourquoi. Ça n'est nullement tabou. Vous savez, j'ai fait des interventions entières à l'Assemblée nationale pour dire, quand on nous dit qu'il y a 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste, potentiellement. Normalement, la priorité, je pensais que quand ce chiffre-là sortirait, il y aurait un bouleversement dans la société et notamment dans l'éducation nationale et qu'on aurait un grand plan de prévention à la maternelle, à l'école primaire pour faire que tous les enfants puissent être écoutés, soit par un psychologue, soit par quelqu'un, pour sonder le mal qu'il y a. Parce que derrière, ça veut dire des dégâts et en fait un coût gigantesque, un coût humain et un coût justement, pour la société. parce que Abel a attiré l'attention sur la violence faite à la jeunesse. Est-ce que vous êtes choqué par le fait que Jean-Marc Morandini, condamné, soit toujours sur l'antenne de CNews ? Ça me paraît évidemment un scandale. Ça va de soi que normalement Merci pour cette position. Voilà, mais je veux dire, malheureusement, vous savez, c'est comme quand il y a l'affaire Betaram. Je me dis bon bah voilà, ça va bouleverser la société. Et en fait, bizarrement, sur les violences faites aux enfants, il y a une acceptation. Il y a une acceptation de la société et il n'y a pas le grand basculement qu'on attend sur cette question-là. Et donc, je dirais que Morandini en est un symptôme. C'est un symptôme de ça. Ouais. Et je le regrette et je pense que voilà, l'affaire Betaram, il y a un certain nombre d'affaires qui doivent nous permettre de basculer. Parlez-en plus, s'il vous plaît. Faut mettre ça sur la table. Vraiment. Merci François. Merci à vous d'être passé par les GG, par les grandes gueules.